Bonjour Anna, merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation, j'espère que tu vas bien. Avec plaisir. Je suis très contente d'être là. On va commencer cette interview avec la première partie. Donc c'est le format sur ton parcours, on va savoir un petit peu qui tu es, tu vas nous en dire davantage sur ton parcours et comment tu en es arrivé là. Donc on va commencer sans plus attendre. Déjà la première question, super large, qui es-tu? Je suis juriste en droit humain, formatrice, conseillère et je vulgarise les droits humains sur les réseaux On va sociaux. revenir plutôt sur ton parcours Oui. dans un premier temps. Oui. Si tu peux nous dire un petit peu plus ton parcours. Alors, moi, je commençais à faire mes études à Moscou. J'ai fait 5 ans de droit à Moscou et j'ai de la chance parce que j'ai pu faire une faculté qui n'existe plus. C'était pour devenir avocate ensuite. Donc, dès la première année, j'avais des cours vraiment spécialisés pour me préparer de devenir avocate. Et c'est aussi pendant mes études à Moscou que j'ai découvert le droit international public qui m'a beaucoup intéressée. Mais à la base, je voulais devenir avocate en droit pénal. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, pour devenir une bonne avocate en droit pénal, surtout en Russie, il faut connaître la CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, en même temps, quand je faisais mes études là-bas, je commençais aussi à apprendre le français. Finalement, j'ai fait 6 mois à Lyon 3 grâce à mes études de français à la fac. Oui. Et c'est là où je me suis dit, ça peut me permettre d'étudier les droits de l'homme en France, parce qu'en Russie, on n'avait pas de cours spécialisés là-dessus. Oui. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée finalement en France à faire un master en droit international et européen. Voilà, c'est quand j'étais en France, oui, je me suis dit, tant que je suis là, je vais postuler pour faire un stage à la CEDH. Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Et j'ai été acceptée. Ok. Franchement, j'étais à ma surprise, j'ai été acceptée. Et c'est ça qui a changé complètement ma vie, parce que finalement, je ne suis pas devenue avocate, mais je commençais à travailler dans ce milieu des droits de l'homme. Donc, j'ai fait un stage à la CEDH. Puis, je suis devenue conseillère auprès des avocats, avocats européens ou des pays l'ex-l'URSS. D'accord. Voilà, vu que je parle russe, ma langue maternelle est russe. Oui. Oui. Puis, je suis devenue juriste à la CEDH, ce qui m'a permis, en fait, de connaître les deux faces, les deux côtés du métier. Oui. Donc, je sais comment introduire les requêtes, je sais quels problèmes les avocats ils ont, mais aussi je sais comment la CEDH traite ces requêtes-là. Donc, comme ça, je connais vraiment tout. Et j'ai travaillé à la CEDH pendant 3 ans en tant que juriste junior. Et puis, j'ai décidé de démissionner pour vulgariser les droits humains, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi pour aider des avocats et les former pour leur montrer comment on peut introduire les requêtes à la CEDH, mais aussi je travaille avec l'ONU, donc tout ce qui est les comités, comme le comité des droits de l'homme, etc. Très bien. En tout cas, un bagage très solide. Et on va revenir surtout sur ta carrière professionnelle. Donc, comme tu l'as dit, tu as étudié plein de prismes, notamment dans les droits humains. Oui. Donc, dans ta carrière professionnelle, notamment, tu dis que tu as été juriste et que maintenant, tu es conseillère. Et comment tu as fait, par exemple, la jonction de juriste à conseillère? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Je pense que tout simplement, c'est grâce à mes connaissances, à tout ce que je connaissais et grâce au fait que je commençais à donner des cours sur la CEDH. Déjà, en étant à la CEDH, je commençais à donner des cours aux professionnels du droit. D'accord. Des juristes et des avocats. Donc des cours de ce qui se passe à la CEDH auprès des professionnels qui ne sont pas dans le... Exactement, exactement. Pour leur montrer en fait le côté pratique. Parce que le problème à la fac et même partout ailleurs, c'est que, ok, on peut connaître les droits de l'homme, on peut connaître nos droits, mais comment les protéger? En fait, on ne sait pas trop comment faire exactement. En fait, c'est la théorie versus la pratique. C'est ça, c'est ça. Et moi, j'ai pu créer cette approche où je donne la théorie nécessaire, mais surtout, je montre le côté pratique. Donc, ça veut dire que je vais expliquer de A à Z comment s'adresser à la CEDH, donc comment remplir un formulaire, ensuite comment l'envoyer, comment échanger avec la CEDH, ensuite comment rédiger les observations, etc. En fait, tout ça... Oui, c'est régi de normes et ces normes-là, tu les communiques auprès des avocats. En fait, t'es leur bras droit, quoi. Sans toi, ils ne peuvent pas s'adresser vraiment en gros, c'est ça. CEDH. Oui, donc c'est les cours que je fais, mais aussi il y a des avocats qui ne sont pas spécialisés en droit de la CEDH, mais par exemple en droit pénal.
Et quand ils pensent que peut-être il y a une possibilité de s'adresser à la CEDH, ils ne savent pas comment le faire, ils font appel à moi et comme ça, je peux leur guider pendant toute la procédure devant la CEDH. Voilà. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, qu'un avocat prenne ton avis? Est-ce qu'il te pose la question, est-ce que maintenant je peux m'adresser à la CEDH et en fait, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne méthode, etc. Oui, pratiquement tout le temps. C'est normal parce que la CEDH, c'est tellement… c'est distinct en fait, c'est de leur distinct, spécialité. oui, c'est distinct de leur spécialité. Et puis, c'est tellement vaste aussi. Parce que ça dépend aussi de quel droit a été violé, ou on pense qui a été violé. Oui. Voilà. Et en fonction de ça, et aussi en fonction de pays, oui. on peut avoir des règles différentes. Bah justement, j'allais y venir. Il y a plusieurs arrêts, on voit bien qu'il y a une primauté par exemple du droit national, du droit international, etc. Et tout ça, donc tu dois bien l'assimiler dans tes conseils auprès C'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est très très large, parce qu'on se dit oui, la CEDH, on s'adresse à la fin, mais le problème, Convention européenne des droits de l'homme, doit être appliquée par les juges nationaux en premier. D'accord. Voilà. Et c'est ça qu'on oublie, et beaucoup d'avocats l'oublient. Ils pensent aller à la CEDH après avoir été devant tous les juges nationaux. Voilà, après avoir passé tous les niveaux. C'est ça. Et malheureusement, on peut avoir des soucis ensuite pour s'adresser à la CEDH parce qu'en général, tel et tel argument n'a pas été soulevé au niveau national. Alors qu'on doit le faire dès le départ. On va venir peut-être sur ta vie personnelle. Si il y a eu des éléments de ta vie personnelle qui ont impacté tes décisions dans ta carrière professionnelle, dans ton parcours, tu peux peut-être nous en faire part. C'est mon métier qui a impacté, ou je sais, enfin, ou l'un ou l'autre. On ne sait pas le lien de corrélation, oui, c'est ça. Okay. Mais par exemple, je sais que je ne peux plus retourner en Russie. Parce que j'ai travaillé beaucoup contre la Russie et notamment les derniers mois, j'ai travaillé beaucoup avec une association ukrainienne. J'ai supervisé plus de 60 avocats. On a rédigé énormément de requêtes, plus de 100 requêtes. Pour la CEDH et tout. Et donc, je sais que rien que pour ça, je ne peux pas malheureusement retourner et voir ma famille qui reste là-bas. Comme une sorte de censure quand même. Oui, c'est ça. En fait, c'était un peu choisir entre mes convictions professionnelles aussi, voilà, humaines, ou ma famille. J'ai fait ce choix, mais pour moi, ça semblait c'est des choix de conviction en fait. Oui. Ça me semblait juste de pouvoir aider ces gens-là et me dire, voilà, mais là, je consacre un peu ma vie perso. En fait, je pense que ça dépend malheureusement des pays. Parce que je pense que si on voit ça à l'échelle de la France, il n'y a pas vraiment d'enjeu politique comme ça, etc. Entre elle applique son métier et elle est contre nous. Enfin, c'est pas pareil, quoi. C'est ça. Mais là, malheureusement, oui. Après, il y a certains pays comme ça. Peut-être aussi, ça peut être compliqué avec la Turquie, je pense. Oui, je m'en doute. Voilà, parce que j'ai vu des collègues qui travaillaient, enfin, les collègues turcs à la cour, qui travaillaient, voilà, justement contre la Turquie. Et je pense que parfois, ça peut être tout simplement dangereux, en fait, de faire ça. Ok, donc en fait, il faut bien peser ses décisions. Oui, j'ai eu aussi des menaces par rapport à ça, même ma famille a été menacée et tout. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté de travailler contre la Russie, on va dire. Bon, en même temps, on ne peut plus s'adresser à la CEDH contre la Russie, parce que la Russie ne fait plus partie de la CEDH. Donc, j'ai encore des requêtes contre la Russie, mais au Comité des droits de l'homme de l'ONU. Voilà, c'est encore. Mais sinon, j'ai beaucoup réduit le volume de mon travail. J'assume ce choix-là. Mais c'est vrai que, voilà, quand on commence à en parler, je me dis oui, c'est vrai que j'ai dû sacrifier ça. Mes amis aussi, par exemple. J'ai des amis qui ne peuvent pas quitter la Russie, qui n'ont pas le droit de quitter parce qu'ils ont des métiers… même, en fait, en Russie, rien que si tu es policier ou si tu es procureur, etc., tu n'as pas le droit de quitter la Russie. Et donc, j'ai mes meilleurs amis qui sont procureurs, par exemple. Et je ne sais pas quand est-ce que je pourrais les revoir, si je pourrais les revoir un jour. On ne peut même pas vraiment parler par WhatsApp ou par d'autres moyens. En fait, ce que j'allais dire, c'est peut-être là qu'on voit la puissance des réseaux sociaux. Oui. Quand on dit que ça rapproche. Mais du coup, en fait, là, si tu me dis que… Ça rapproche, enfin, heureusement qu'on a les moyens de communiquer, mais disons que je peux juste demander est-ce que ça va, etc. Mais on ne peut plus avoir des conversations profondes
Pourquoi? Parce que c'est... Parce que je sais qu'ils sont écoutés et moi aussi probablement. D'accord. Voilà, on en est là. Oui, on en est là. Okay. En fait, tu t'habitues et je pense que ce qui m'a aidé aussi à porter ce fardeau, on va dire, c'est quand tu travailles avec des problèmes humains, des problèmes très graves, surtout les crimes de guerre, etc. Après ça, j'ai envie de dire, c'était très très dur mentalement de travailler avec ce genre de cas. Mais après ça, comme si tu commençais à apprécier plus la vie et plus les petites choses. À chaque fois quand j'entends les gens de dire ça, tiens, on va prendre un apéro entre les amis, je me dis, c'est la routine. C'est incroyable, c'est tellement chouette, il faut en profiter. Voilà. Pareil pour voir sa famille. Il y a un côté très difficile dans ce métier-là, mais aussi un côté qui permet de voir la beauté de la vie, tu vois, des choses comme ça qu'on commence à apprécier autrement. Franchement, c'est un très beau message. Ouais. Super. On va arriver à la dernière catégorie de cette rencontre un petit peu avec toi, c'est l'engagement. Oui. Je pense que tu as un métier qui nécessite beaucoup de valeurs, et tu l'as dit, beaucoup de valeurs humaines, beaucoup de convictions. Et est-ce que tu as un engagement en particulier? Ça peut être un engagement, toi, personnel, ou un engagement que tu fais dans ta carrière professionnelle, ou tu souhaites nous en faire part, une asso, enfin bref. Par rapport à une asso, bonne question. En fait, tu vois, mon engagement, c'était un peu d'aider, par exemple, là, tout ce qui est les crimes de guerre, voilà, c'était ça. Tu vois, ça, c'est déjà un très bon... Mais je te dis, tu as un métier qui est déjà engagé, donc c'est difficile de... Après, il faut savoir aussi que dans ce métier-là, tu vois, je vais te montrer une autre facette de ce métier-là. Dis-moi. C'est qu'on doit rester impartial, parce que souvent on me dit, oui, tu fais une super chose, tu protèges les gens, etc. Oui. Mais parfois, je dois protéger les gens qui, on va dire, des terroristes, par exemple, et tout, parce que, mine de rien, on peut aussi avoir la violation de leurs droits pendant un procès, par exemple, etc. Oui. Et c'est là où il faut savoir rester impartial et juste savoir faire son métier. D'accord. Voilà. Pour moi, c'était un engagement d'aider cette association et de donner des cours à ces avocats. Et ça a duré quand même presque 1 an, notre travail ensemble. Et c'est là où je me suis dit, voilà, je suis prête à sacrifier ma vie personnelle pour ça, pour m'engager. Après, un autre engagement, c'était peut-être par rapport aux animaux. Moi, j'étais bénévole à la SPA. D'accord. J'ai aussi un chien que j'ai fait venir de Russie. J'ai vu. Voilà, donc c'était aussi un engagement comme ça. Oui. Mais j'ai du mal quand même avec ça parce que ça me fait trop mal au cœur. Ça me fait trop mal au cœur de voir tous ces animaux abandonnés et tout. Et je ne sais pas comment les aider à part d'être bénévole, par exemple, et tout. La cause animale te tient à cœur. Ça me tient beaucoup à cœur. Les humains contre les animaux, on va dire. Mais en fait, il y a un rapport de supériorité en plus. C'est ça. Il y a ça. Et en plus, les animaux, ils ne peuvent pas vraiment se protéger. Alors que les humains, enfin, je veux dire... J'ai l'impression que les animaux ont besoin un peu plus d'aide encore, mais je ne sais pas comment les aider. Rien qu'avant d'adopter mon chien, en fait, je voulais adopter un chien à la SPA. Mais je n'ai pas pu parce que je vis dans un appartement. D'accord. Voilà. Malheureusement, c'est impossible. En tout cas, avec la SPA de ma ville, c'était impossible. Et là, je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, je vais trouver un autre moyen. Et c'est là où j'ai trouvé ce chiot qui était en Russie. Et c'était très, très, très difficile de le faire venir en France. Justement, j'allais te poser la question sur le transfert, parce que tu me dis que tu l'as transféré en Russie. En plus, c'était pendant le Covid. Ouf. Ah oui, t'as tapé fort, quoi, plein pot. Ah non, mais oui, moi je cherche pas la facilité, non, tu vois. Non, pas du tout. Et en plus, c'est pas un petit chiot, tu vois, qu'on peut... Oui, j'ai vu. C'était... On essaiera peut-être de mettre une... Oui, avec plaisir, avec plaisir. En fait, j'ai mis 1 mois de préparation, beaucoup d'argent aussi là-dedans, mais je suis tellement contente parce que je me dis, c'est là où j'ai pu en fait aider ce chiot, parce que c'était le dernier de la portée. Il n'a pas été adopté et tout, et donc je pense que c'était fait pour qu'il devienne mon petit bébé, tu vois. Voilà. C'était difficile en même temps d'être à la SPA et bosser avec les affaires que j'avais, c'était beaucoup trop. Voilà. C'est là aussi où il faut se rendre compte qu'il faut prendre soin de sa santé mentale. On va clôturer cette première partie d'interview avec un ultime conseil. Tu as fait passer beaucoup de messages magnifiques et très beaux, je trouve. Merci. Mais est-ce que tu aurais peut-être un ultime conseil, notamment pour la jeunesse, donc notamment pour les étudiants en règle générale? Oui. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur, être assez fou
Ok. Et poursuivre son rêve. Et il faut juste faire. Voilà, just do it. Ok, c'est vrai. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit avant. Oui. Moi, qui ai étudié dans une toute petite ville quand j'étais gamine, Oui. et déjà la base, on me disait oui, tu veux étudier à Moscou, mais non, c'est impossible. Il faut juste rêver et faire. Il faut pas oublier qu'il faut faire aussi. Voilà. Très bien. On te remercie pour cette interview. Merci à en tout toi. cas. C'était cool. On a donc 2 questions qui sont remontées. On voit très bien dans ta page que tu utilises souvent le mot requête. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une requête? Moi qui travaille avec la Cour européenne des droits de l'homme, on a ce mot requête qui veut dire une plainte qu'on porte contre un ou plusieurs États qui font partie de la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, on utilise ce mot requête. Oui. Et en fait, c'est un formulaire pour les personnes physiques ou morales. Parce qu'il y a aussi les États qui peuvent faire les requêtes, eux-mêmes, voilà, faire une requête contre un autre ou plusieurs États. Et donc, c'est pour ça qu'on dit requête, parce que c'est une plainte, mais elle a un mot spécifique justement pour la CEDH. C'est ça. Très clair. Voilà. Et la deuxième question qui est revenue, quel est ton livre favori? Donc, ça peut être un livre en rapport avec ton métier, rien à voir, toi qui as beaucoup baigné dans les manuels, à mon avis. C'est dur de choisir. Ouais, c'est très très dur. Allez, je vais dire la Convention européenne des droits de l'homme. Tu vois? Excellent. Non, mais en fait, je me rends compte que, mine de rien, je l'ai quasiment tout le temps sur moi, même si je la connais quasiment par cœur. D'accord. Tu vois? Ou si je ne l'ai pas sur moi, je l'ai sur le téléphone. Oui, c'est vraiment un truc que j'utilise tout le temps. C'est ancré en toi. Oui. D'accord. Donc, c'est une petite brochure. Est-ce que ça nous étonne vraiment? Ouais, non, mais la déformation professionnelle, elle est là. Hein. Elle va jusqu'au bout. Elle est grave, j'avoue. Bon, on te remercie pour ces précisions. Merci à toi.